What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32. Critique de quoi? Du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode consacré au 13e guerrier de John McTiernan, un film né d'une production chaotique mais qui continue de faire rêver nombre de cinéphiles. Et parmi eux, je compte ma complice Mathilde Lemaire. Bonjour Mathilde. Salut Guillaume. Comment ça va? Je crois que tu es aussi contente que moi d'enfin parler du 13e guerrier. Ça fait un bail qu'on y pense à ce podcast. Je crois que... j'en suis ravie d'abord pour te répondre. Je crois que ça fait 6 mois qu'on le prépare et 1 an qu'on en discute. Parce que c'est un film qu'on a... alors que moi j'ai découvert l'année dernière grâce à toi. Et qu'on évoque dans notre tout premier podcast sur la version longue de Midsommar de Ari Aster. On comparait 2 scènes. Et on s'est dit, juste après l'avoir enregistré, mais il faut faire un podcast sur le 13e guerrier, c'est épique. Non mais c'est clair, puis la richesse de cette seule scène qu'on évoquait, on se disait mais il y a 1000 choses à dire sur le film pour que qu'on arrive à raccorder les wagons avec Midsommar. Et ben ma foi, presque 1 an plus tard, boum, on y est, on parle enfin du 13e guerrier. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser pitcher le film. De quoi ça parle? Mais c'est trop d'honneur, je sais pas si je peux, tu vois. Mais je te laisse volontiers cet honneur, raconte-nous un petit peu. De quoi ça parle le 13e guerrier de John McTiernan? Alors, le 13e guerrier suit les aventures à la fin du 1er millénaire d'Ahmad ibn Fadlan, un poète bagdadien, donc un personnage historique, nommé en guise d'exil pour avoir fréquenté une femme mariée, ambassadeur du calife auprès d'un chef tatar, et qui, à peine arrivé à destination, donc après des semaines de marche, on l'imagine, parce que c'est très très loin de Bagdad, fait la rencontre d'un groupe de guerriers vikings itinérants. Un soir, lors d'un banquet auquel il assiste en compagnie de son conseiller et interprète, Ahmad est témoin d'une scène pour le moins stupéfiante. Face à une obscure menace qu'on peine à saisir, une vieille prophétesse appelle à la constitution d'un groupe de 13 guerriers. Un à un, des hommes se lèvent et se portent volontaires pour cette périlleuse expédition qui doit les ramener sur leur terre natale, on l'imagine, quelque part en Europe du Nord. He calls for the bones. She's an oracle. Hey! Valkyrian! Vocat hominum ad numerum lunarum. She calls for men in number of the moons. 13. The number of months in their year. She says 13 men must go. Vous l'aurez peut-être deviné, Ahmad sera le 13e guerrier et partira, avec ses frères vikings, au secours d'un petit village assailli par de mystérieuses créatures, les Wendels. D'où est-ce que ça sort, au juste, un film comme le 13e guerrier? À l'origine, c'est un roman paru en 1976, signé Michael Crichton, l'auteur, aujourd'hui décédé, de Jurassic Park, qui a choisi de mêler la légende de Beowulf, un poème anglo-saxon du 8e siècle, avec le journal d'un voyageur arabe du 10e siècle. Oui, justement, ce voyageur arabe, c'est Ahmad ibn Fadlan, le héros du film joué par Antonio Banderas, et donc, dont on parlait tout à l'heure. Il a réellement existé, il a réellement vécu chez les Tatars, plus précisément en Bulgarie de la Volga. Je sais pas si tu connais, toi Guillaume, la Bulgarie de la Volga. Évidemment, non, non, pas du tout. À vrai dire, j'ai entendu parler pour la première fois quand je préparais le podcast. Mais toi par contre, tu as arpenté la Bulgarie de la Volga, il me semble. Ouais, en fait c'était le point de départ de mon grand projet de conquête de l'Empire khazar, quand je jouais à Crusader Kings 2. Fameux jeu de stratégie dont tu m'as parlé, dont tu me parles depuis des années. Merveilleux jeu de stratégie qui permet d'apprendre plein de choses, très sincèrement, d'apprendre plein de choses sur l'histoire de l'Europe médiévale. Un gros choc des cultures virtuelles. Ouais. Et en matière de choc, celui entre l'auteur du roman, Michael Crichton, et le réalisateur, John McTiernan, a beaucoup pesé justement sur le tournage du 13e guerrier. Alors les choses commencent plutôt bien. John McTiernan se met au travail avec le scénariste William Wisher, un ancien collaborateur de Die Hard 3, alias Une journée en enfer. Et au sujet de leur travail sur le 13e guerrier, William Wisher explique ceci. « Aucun d'entre nous n'a eu la volonté de réinventer l'histoire. Nous nous sommes vraiment efforcés de rester fidèles à l'épreuve que Michael Crichton entendait nous faire vivre avec son roman. Ce que nous devions faire, c'était trouver un moyen de rendre cela excitant d'un point de vue cinématographique.
J'ai essayé d'imaginer comment nous pourrions faire ressentir au public la même terreur absolue que celle qu'endurent ces Vikings. Comment nous pourrions plonger les spectateurs dans un véritable cauchemar. Dans un premier temps, nous avons trouvé une solution sonore. Avant de voir la menace, on l'entend. Ce que nous apprenons des monstres, nous le devinons dans les yeux de Ibn et des Vikings. Lorsque l'histoire commence, les Vikings pensent que leurs ennemis sont des démons d'un genre ou d'un autre. L'un des attraits du film, c'est justement de suivre leurs investigations. De ce point de vue, nous avons collé au livre. Fin de citation. Cette approche qui est évoquée par William Wisher, elle est extrêmement significative parce que déjà dans Die Hard 3, la notion de point de vue était hyper importante. On passait de mémoire 1 heure, 1 heure et quart en stricte compagnie de John McClane, alias Bruce Willis, et on était vraiment collé à son point de vue jusqu'à ce que le scénario et la mise en scène nous octroient le point de vue du méchant incarné par Jeremy Irons. Et en fait, grâce à ça, le spectateur avait pour la première fois davantage d'informations sur ce qui se passe que les héros du film, donc incarnés par Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Le 13e guerrier, de son côté, va conserver tout du long le point de vue unique à la première personne dont parle William Wisher. Ici, le héros, incarné donc par Antonio Banderas, et le public disposent des mêmes informations. Tu sais que j'ai toujours pas vu Die Hard 3. Mais je sais. Ah, ça, je le sais. D'ailleurs, est-ce que j'ai vu Die Hard 1 ou 2 Je sais pas. Je crois que t'as vu le premier, que ça t'a saoulé, t'as pas vu le 2, et du coup, t'as pas trop d'appétence pour les buddy movies des années 90, toi. Ouais, aucune, non, ça m'attire pas du tout. Alors, tu m'en as fait voir quelques-uns que j'ai trouvé vachement cool. Ah, surtout, c'est le Dernier Samaritain. C'est le seul ? Ouais. Je crois vraiment qu'il est dans cette tendance buddy movie. Ouais, c'était clairement marrant, le Dernier Samaritain. Bon, là, Die Hard 3, j'imagine que tu vas trouver le moyen de me le faire regarder. Voilà. Alors, ça va finir en plan Orange Mécanique où tu vas te retrouver attaché sur une chaise avec les yeux grands ouverts. Pour info, c'est ce qu'il m'a fait subir hier. Il m'a forcé à regarder Bad Boys 2. Moi, j'étais pas fort. Tu m'as dit, regardons un film un peu pourri. Tu vois, je t'ai dit, tiens, il y a ça, si tu veux, qui est un peu la quintessence du blockbuster dégénéré. Ah, c'est laid. Hein. C'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche. En revenant au 13e guerrier. Die Hard 3 est l'antithèse de Bad Boys 2. Si un jour tu veux le découvrir, crois-moi que c'est un autre monde. Hein. Ah, ok. Ah, c'est un autre monde. Donc oui, revenons à nos moutons. Une fois le 13e guerrier achevé, des projections tests ont lieu et les réactions du public sont tellement mauvaises que la sortie est annulée. Et ce, quelques semaines à peine avant la date prévue. Ces projections tests ont eu lieu au sein d'un centre commercial de Californie du Sud. John McTiernan n'ayant pas réussi à convaincre la production de tester le film dans d'autres conditions, pourquoi pas à New York, où le film aurait été, selon lui, mieux accueilli. Ces ploucs, mais ces gros ploucs de Californie du Sud qui ne sont pas capables d'apprécier un film de John McTiernan. Alors tu trouves snob ? Un petit peu. Ah, non, c'est une blague, mais ça me fait rire. Parce mais que c'est plus ce côté chaud. Il aurait pu dire à Los Angeles, tu vois, dans un cinéma d'arrêt d'essai. Enfin, encore que c'est un film grand public, quoi, donc tu vois. Ouais, mais qui est un peu atypique, donc c'est vrai qu'il aurait peut-être voulu je sais pas quel festival, je pense qu'il avait en tête à New York, où il sait que les films, les blockbusters un peu arty, ont besoin de ce premier public pour ensuite être... Est-ce que c'est vraiment un blockbuster un peu arty ? Peut-être que la première version était juste complètement nulle après. Hein. C'est possible. Ouais, on y reviendra ça aussi parce que la bataille d'Ego a donné lieu à une version longue que les cinéphiles fantasment depuis des années et qu'on n'a toujours pas vue à l'heure actuelle. Donc ceci a occasionné des prix additionnels. En janvier 98, McTiernan retourne intégralement dans un studio de Los Angeles la scène du meurtre de la mère des Wendels. De nouvelles projections tests vont avoir lieu, cette fois-ci entre février et mars 98. Et là, on juge le film trop long, parfois confus. La scène du meurtre de la mère des Wendels, encore elle, ne convient toujours à personne. Du coup, la sortie est de nouveau repoussée, et de nouvelles prises additionnelles, plus nombreuses, vont être décidées. Un tournage de 2 semaines est planifié, avec la plupart des comédiens, pour juillet 98, toujours à Los Angeles. Crichton et McTiernan sont, semble-t-il, tous les deux présents sur le plateau, et, anecdote plus ou moins drôle, chacun tourne sa version de la scène du meurtre de la mère des Wendels. Donc il en existe officiellement 2. Enfin, oui, officiellement, dont une qui est encore dans un carton. Ok, et donc nous on a vu celle de Crichton. De Crichton, voilà, c'est lui qui a eu le final cut. Et on sait à quoi ressemblait la mère des Wendels, version McTiernan. Ouais, parce que alors, je sais plus qui en parle, je crois que c'est Vladimir Coolidge donc, qui était présent, qui allait d'un plateau à l'autre. Qui est un acteur... Ouais, qui est un des acteurs qui joue un des Vikings. Et en gros, c'était une femme très grande, très grosse, maquillée en bleu avec des dents décharnées. Voilà. Non, c'est pas vrai. Si, McTiernan l'avait vu comme ça. Waouh. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grandiloquent, peut-être de plus charnel que l'espèce de créature un peu féline qu'on a vu dans... juste très réaliste en fait. Ouais.
Voilà. Bah, je crois que je suis contente d'avoir vu la version de Michael Crichton. Ben en fait, oui et non, parce que ça fait sens. Je sais pas si tu te souviens, dans le 13e guerrier, ils trouvent des petites statuettes qui ressemblent à une déesse de la fertilité qui a un ventre énorme. Ouais, c'est vrai. Et c'est censé en fait imager un petit peu la mer, enfin ce que sont ces monstres. Donc tu le découvres ensuite en chair et en os. Donc il y a une petite contradiction. Mais est-ce que pour autant à l'écran ça aurait marché cette version énorme dedans? Peut-être que ça aurait paru un peu. Too much. Un peu gaguesque en fait, tu vois, je sais pas. Tout ça pour dire que le 13e guerrier sort finalement en salle en août 99 après 15 mois de... Bah d'emmerde. Ouais, c'est exactement. 15 mois de grosses emmerdes. De bonnes galères. Pendant lesquelles vont être retournés des plans déjà filmés, où sont intégrées de nouvelles scènes, où le rythme du film s'accélère et où la musique est accessoirement remplacée vu que la production a refusé à McTiernan l'emploi d'une bande originale aux sonorités orientales. A priori, les ploucs de Californie du Sud ne sont pas capables d'apprécier la musique orientale. Visiblement. Et les producteurs non plus. Donc dans ses intentions, Le 13e guerrier, c'est un film qui est limpide dans son approche, mais en coulisses, c'est une autre paire de manches. Comme le déclarait Michael Crichton en août 1999, j'avais sur ce film, comme je l'ai souvent, sauf sur ceux de Steven Spielberg, un droit de regard final et je disposais donc du Final Cut. 4 ans plus tard, en 2003, alors que sort son thriller militaire basique, John McTiernan a déclaré « Dès le premier jour, sur le 13e guerrier, je me suis engueulé avec Michael Crichton et nos différends ont duré jusqu'au bout. » Voilà, donc on a un scénario dont le point de vue narratif ne bouge pas d'un iota, mais avec, pour le mettre en image, 2 hommes qui ont eu, tout le long de la production, une énorme divergence de point de vue. Toi qui découvrais le film récemment, Mathilde, ça t'a pas affecté, ça ne se sent pas à la vision du 13e guerrier. C'est même un film qui, si je dis pas de bêtises, synthétise tout ce que tu aimes dans le cinéma d'aventure. Il me semble que c'est les mots que tu as eus une fois qu'on a fini la séance. J'ai dit ça ? Il me semble. C'est beau, non ? Ah, c'est parfait. Ouais. Vas-y, on peut conclure le podcast. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Non, vraiment, ça t'a rappelé bien de beaux souvenirs, mais pas de manière superficielle, quoi. Vraiment, ça te paraissait rassembler des qualités que tu vois souvent disparates dans divers films. Ah bah en fait, si je devais tenter de mettre des mots, de rationaliser ce que j'éprouve devant des films comme Le Seigneur des Anneaux ou Braveheart, que j'adore, comme tu le sais, je dirais que ce sont des films qui précisément réalisent la parfaite synthèse épique. C'est bien le bon mot. Et malgré ses petits défauts, c'est à mon sens ce vers quoi tend Le 13e guerrier. Dans le sens où c'est un film qui transpose, dans un style assez réaliste, assez brut, sur fond de paysages sauvages magnifiques, vraiment comme dans Le Seigneur des Anneaux et comme dans Braveheart, le récit typique arthurien des aventures d'une communauté d'armes que l'on voit prendre forme dans l'adversité, autour d'une cause fédératrice, ici en l'occurrence la défense d'un petit village face à une horde barbare, les Wendolls, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler l'intrigue des 7 samouraïs de Akira Kurosawa ou des 7 mercenaires, son remake. Oui, et je reviens sur une notion, là, le côté réaliste et brut dont tu as parlé, ça vient peut-être du fait, en plus de la mise en scène extrêmement maîtrisée, à la fois très virtuose et très crue de McTiernan, que le 13e guerrier a été tourné en extérieur. Et ça, c'est palpable, je trouve, même vision après vision. Exactement. Oui, tout à fait. Et il y a des scènes d'ailleurs... ça se ressent aussi au niveau de l'éclairage. Il y a des scènes qui sont éclairées à la torche, il me semble. Oui, vraiment. Il y a notamment des scènes où les 13 guerriers sont dans une... Peut-être moins, là, parce qu'il y a déjà quelques-uns qui étaient passés de vie à trépas, mais en tout cas, ils s'en vont chercher les Wendolls sur leur lieu d'habitation dans une grotte, et c'était éclairé à la torche. Et les acteurs s'éclairaient eux-mêmes. Donc le chef-op, dont j'ai malheureusement oublié le nom, disait... c'était amusant parce qu'au bout de 2-3 prises, les acteurs avaient compris comment se mettre en voleur et s'éclairer avec la torche de manière à ce qu'il soit très beau à l'écran. Ah ok, cool. Bah écoute, moi ça m'a fait penser à un autre film que j'aime beaucoup et je trouve qu'il a su lui aussi tirer parti de décors naturels magnifiques pour donner encore plus d'ampleur à des scènes de combat épiques. C'est Le Dernier des Mohicans de Michael Mann. Très grand film. Ouais. Qui a été, il me semble, tourné en Caroline du Nord, enfin dans un parc naturel américain. Et je trouve que c'est des films qui ont un peu la même vibe. Alors je sais pas s'ils sont sortis la même année ou... Alors la même décennie en tout cas, si je dis pas d'idiotie, c'est 92 pour Le Dernier des Mohicans. Début donc des années 90. C'est ça, et fin des années 90 pour le 13e guerrier. Mais 13e guerrier qui a été tourné au Canada, il me semble, donc sur une île canadienne, vraiment. Ouais, puis je trouve que de manière générale, chez McTiernan, alors j'ai vu moins de films de McTiernan, mais il me semble que comme chez Michael Mann, il y a ce côté un peu brut dans la réalisation, dans la photo, non ? Ouais, alors ce serait extrêmement intéressant de faire un podcast de 12 heures pour comparer leurs travaux respectifs, parce qu'ils ont tous les deux touché au polar, ils ont tous les deux touché à la reconstitution historique, donc avec Le Dernier Mohican et Le 13e guerrier dans leur cas. Ces deux cinéastes extrêmement conscients de ce qu'ils veulent à l'image.
Ce qui se ressent même des années après sur leurs films, que ce soit Piège de cristal ou Hit ou même le Solitaire. Il y a un sentiment pas forcément de réalisme, mais de réalité chez eux qui est prégnant. Ouais, c'est intéressant. Ça mériterait un podcast. Ouais, vraiment, si on se lance là-dedans, ça nous prendra un an, mais c'est pas grave, on les aime beaucoup, donc revoir tout Michael Mann et tout McTiernan, aucun problème. En tout cas, je savais pas qu'il avait été tourné au Canada, mais je dois dire que je suis pas complètement surprise en fait. En voyant le 13e guerrier, j'ai eu un peu de mal à situer l'action, géographiquement parlant. Alors, au début, je me suis dit, c'est l'Écosse ou peut-être l'Irlande. Peut-être que c'est à Roubaix. Peut-être que c'est à Roubaix, peut-être que c'est en Croatie, tu vois. Non, comme pas. Mais je savais pas trop où ça se situait, et puis on nous le dit pas. Alors, ce sont des Vikings, mais c'est un peu vague, quoi. Donc, Norvège, Suède. En même temps, ça fonctionne parce que les paysages froids et austères qui servent de décor au film rappellent évidemment les paysages du nord de l'Europe. Et puis, on a vraiment ce côté forêt primaire. En fait, les Wendels, les créatures, les monstres, vivent en forêt. Et il y a quand même pas mal de scènes qui s'y déroulent. Et ça sent la forêt vierge, quoi. Ah oui, mais alors, c'est un truc qui tenait à cœur en fait à John McTiernan, le réalisateur, parce qu'il avait dit qu'il voulait montrer à quoi ressemblait l'Europe il y a 1000 ans, c'est-à-dire une immense forêt de pins, un lieu où il n'y avait rien. Et montrer ça lui tenait davantage à cœur que d'illustrer certaines parties de l'intrigue. Donc l'intention est, là, une fois encore, palpable à l'écran. Bah ouais, franchement, c'est assez réussi, quoi. Visuellement, moi, j'ai été comblée. Alors, on aura peut-être l'occasion de reparler des décors, mais j'aimerais, si tu le veux bien, revenir sur cette idée de communauté d'armes, en fait, qui prend forme à mesure que l'histoire progresse. D'abord parce que c'est l'idée centrale du film, et ensuite parce que, comme tu le sais peut-être, les récits d'alliance et d'amitié improbables, c'est quelque chose qui me fascine au plus haut point. Si ça te fascinait vraiment, t'aurais vu Une journée en enfer de John McTiernan. Non, alors je parlais plutôt de récits épiques, tu vois. Mais c'est épique. Ouais. C'est grandiose. Bref, fin du point d'Ailleurs 3. Un jour, tu le verras. Et un jour, peut-être que tu me diras que t'aimes pas, mais là, ce podcast s'arrêtera parce que je ne pourrai plus. On en fera un et puis on, pas la force. on non en discutera. Jamais on dira du mal d'Ailleurs 3 dans ce podcast, c'est pas possible. Mais je plaisante là-dessus, mais c'est vrai que c'est le jour où tu le verras, c'est étonnant parce que je crois qu'il a enchaîné les deux films. Ils ont vraiment 4 ans d'écart tous les deux. Et il y a un style très, très, très européen dans la mise en scène qui se ressent, qu'il fasse un film d'époque comme ça ou qu'il fasse un buddy movie explosif à New York. Mais c'est. Alors notez tous que Guillaume me vend du rêve. Ouais. On verra ce que ça donne, hein, franchement. Je prends des risques, on part de très haut là. T'inquiète pas, tu verras, c'est le 13e guerrier à New York. Ouais, voilà. Et donc tu me disais, les amitiés improbables et la fraternité, c'est un thème qui te touche ouais, carrément. Le 13e guerrier, tant qu'on viendra, c'est une merveilleuse ode à la fraternité justement, et en particulier à la fraternité d'armes. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve très beau. De nombreuses scènes mériteraient d'être citées en exemple, en fait. Comme celle dans laquelle les guerriers se réunissent et se couchent en cercle dans le hall de la maison seigneuriale du village, tu vois, au début du film. Ce qui, en plus de s'avérer être une tactique défensive efficace, puisqu'ils parviennent à résister à une première attaque nocturne des Wendels, la scène est assez chouette, évoque de manière assez explicite, à mon avis, la table ronde, qui symbolise dans le cycle arthurien, alors je vais rien dire de révolutionnaire, et qui symbolise en gros l'égalité et la fraternité entre les chevaliers. Ça fait totalement sens de le mentionner, parce que le film ne cite pas ouvertement une quelconque source arthurienne. Par contre, c'est vrai que symboliquement, ça touche au cœur de ce que raconte Michael Crichton et au cœur de ce que illustre John McTiernan. Donc non, c'est très censé d'en parler. Hein. Mais alors j'ai surtout envie de citer une autre scène. Une scène qui est plus tardive, qui est même peut-être l'une des dernières scènes, et qui est en fait sublime, qui est vraiment d'un lyrisme absolu. Dans cette scène, les guerriers, qui ne sont plus que 5 je crois, entament ensemble, lors de la dernière charge des Wendels, lors du dernier baroud d'honneur, sous une pluie battante, la scène est de ce point de vue assez impressionnante, entament ensemble une prière viking. Chaque guerrier rejoint successivement, vers par vers et plan par plan, le chœur discret, qui vient se mêler au son tonitruant de la charge de cavalerie. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier mot de cette prière viking, forever, pour toujours en anglais, en français, pardon, est laissé par un subtil effet de mixage sonore, et là j'insiste là-dessus parce que le mixage sonore de cette scène est incroyable. Donc il est laissé au 13e guerrier, Ahmad, un peu comme preuve ultime de son intégration dans cette communauté d'armes majoritairement viking. On sait désormais donc que cette communauté, elle est unie précisément pour toujours, à la vie et à la mort. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est comme ça que McTiernan nous montre que cette fraternité vient transcender les croyances des uns et des autres. C'est un point sur lequel on reviendra, parce qu'ils ont des croyances différentes. Ahmad est musulman. Cette scène, qui est assez courte, qui dure peut-être 1 minute et demie, nous montre
le pouvoir en fait de cette fraternité qui se crée entre ces personnages. Et c'est tellement beau que il faut qu'on vous le fasse écouter. Lo, there do I see my father. Lo, there do I see my mother and my sisters and my brothers. Lo, there do I see the line of my people. Back to the beginning. No, they do call to me. They bid me take my place among them. In the halls of Valhalla, Where the brave they live. forever. Ouh, j'en ai des frissons, c'est trop beau. Non mais à quel dis-tu, il est magnifique ce passage. Ce que tu disais sur l'intégration de Hamad dans cette communauté, ça nous amène à une notion qui est essentielle dans le 13e guerrier, à savoir le langage. Cette notion, elle est présente assez tôt dans le film via une scène que moi j'aime énormément. Pour marquer la perte de repère de Hamad, le personnage principal, le film laisse les Vikings parler entre eux dans leur langue natale, sans sous-titres, pendant tout le début du voyage. Ce qui nous place, on y revient, strictement au même niveau que le personnage incarné par Antonio Banderas, et donc au même niveau que le personnage John McClane dans Une journée en enfer pendant la première heure du film. C'est un personnage qui, à l'écran, parle anglais pour des questions de production alors qu'il est arabe. Mais, alors que Hamad et les Vikings ont déjà parcouru des dizaines de kilomètres ensemble, il y a une scène mais vraiment splendide qui intervient. C'est une scène au fil de laquelle s'enchaîne une série de veillées autour d'un feu de camp, et où Hamad observe puis écoute attentivement ses compagnons d'armes. Peu à peu, à force de gros plans sur la bouche des Vikings, sur leurs gestes, puis sur les yeux de Hamad qui les observe, des mots en anglais commencent à se faire entendre chez les Vikings au milieu de leur langue natale, et signifiant ainsi, ce qui est un pur geste de mise en scène, que le héros, désormais, comprend leur langue. C'est marrant, c'est une scène dont tu m'avais parlé plusieurs fois avant même de me montrer le film. C'est vrai ? Ouais, ça m'obsède. Ouais, elle t'a marqué, ça se sent. C'est vrai qu'elle est très belle. Et finalement, en fait, à l'issue de cette scène, par ce superbe tour de passe-passe que tu viens de décrire, la langue commune, dans la diégèse, change, passe de l'arabe au norrois, tout en restant pour le spectateur la même, l'anglais. Je trouve que c'est assez bien fichu. Ah ouais, mais grâce à ça, l'enjeu à l'écran est limpide. D'ailleurs, de mémoire, William Wisher, donc le scénariste du film, lorsqu'il a vu le film fini, a trouvé ça vraiment génial. Il a dit que c'était hyper proche de son scénario. Il a été d'autant plus ravi qu'il n'a pas pu se rendre en fait à Vancouver sur le tournage parce qu'il bossait sur un autre projet. Donc voilà, ça a vraiment eu l'aval du donc il l'a découvert... Il a découvert un peu vierge de toute image en fait. Peut-être qu'il a vu la bande-annonce, je sais pas, mais il n'a pas été présent pendant la fabrication. Donc j'ignore moi à quel point cette scène de veillée a pu peser dans le jugement de William Wisher. Mais vu le génie visuel avec lequel John McTiernan a traduit une idée qui est purement scénaristique, je me plais à croire que William Wisher a apprécié de voir son travail mis en image de cette façon. Du coup, je pense que toi et moi sommes vraiment, vraiment heureux que la bataille d'ego entre Michael Crichton et John McTiernan n'ait au moins pas entaché ce parti pris, quoi. Ça a vraiment survécu au chaos du... mais comme beaucoup de choses, tournage. il y a tellement de scènes sublimes dans ce film, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que ça ait pu être aussi chaotique en coulisses, quoi. C'est vrai, puis il y a des films dont la production est tout à fait stable et qui sont à l'arrivée même 1000 fois moins intéressants, donc il y en a très beaucoup. Nombreux films. Ouais. Après, cette veillée... Quant à savoir s'il s'agit d'une idée de John McTiernan ou d'un passage qui a été retourné par Michael Crichton, ma foi, je crois qu'il n'y a en fait pas besoin de fouiller les archives de la production du 13e guerrier pour le savoir. Il suffit de jeter un œil attentif à d'autres films de McTiernan. Suite au 13e guerrier, McTiernan a enchaîné sur 2 projets qui sont chacun des remakes de films réalisés par Norman Jewison, à savoir L'affaire Thomas Crown et Rollerball. Dans Thomas Crown, McTiernan nous proposait une séquence d'interrogatoire menée dans une langue étrangère, sans sous-titres aucun, et donc en jouant, là encore, comme dans 13e guerrier, sur la notion de langage pour intéresser le public. Dans Rollerball, le temps d'une scène coupée toujours invisible, McTiernan raconte avoir mis en scène une très longue introduction dans laquelle les personnages parlent russe, sans sous-titres là non plus, forçant du coup le public à comprendre ce qui se passe uniquement par la gestuelle des comédiens et la scénographie, exactement comme Hamad face aux Vikings du 13e guerrier. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, non mais c'est une vraie marque de fabrique. Il a trouvé le bon filon, ouais. Ouais, en fait c'est un gros paresseux. Il fait toujours la même scène. Non mais c'est génial parce que c'est au contraire, il prend le temps d'adapter sa mise en scène à ce qu'il raconte et on sent que ça le passionne.
Il y a un troisième exemple qui est le plus éloquent en fait vis-à-vis de tout ça. Die Hard 3. Alors non, figure-toi que j'aurais pu aller piocher là-dedans, mais il y a encore plus... Die Hard 4. Il y a encore plus... Ah, quelle horreur, non. C'est nul Die Hard 4. On pourra faire un podcast sur cette daube, si tu veux. Avatar 2. Ouais, Avatar 2 qu'on attend depuis... on était jeunes, hein. On était jeunes. Tu l'attends. Oh, tu t'y seras jour 1 comme tout le monde, ne mens pas. Pour faire un podcast bien pour sûr. nos auditeurs. Mais bien Guillaume, sûr, pour bien nos sûr, auditeurs. par pure conscience professionnelle. Tu vas me forcer à y aller de toute façon. Mais donc l'exemple le plus éloquent vis-à-vis du langage à chercher dans la carrière de John McTiernan, c'est le film de sous-marin À la poursuite d'Octobre Rouge. Que j'ai vu pour le coup. Ah, ça t'avait plu ça, on en a jamais parlé je crois. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est pas d'une immense finesse. Politiquement, tu veux dire? Ouais, voilà, sur les enjeux géopolitiques, on va dire. Mais ouais, c'est vachement bien. C'est un opéra aquatique. Et j'adore les films de sous-marins. Ouais, ce qui est un genre en fait assez peu... c'est assez rare. Hein. Il y en a, mais c'est assez peu représenté. Hein. Ouais. Tu demandes aux gens d'en citer 10, c'est dur. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est clair. Et donc, dans ce film-là, on trouvait peu ou prou la même scène que la veillée du 13e guerrier. Les héros du film, qui sont des sous-mariniers russes, s'expriment dans leur langue natale et se mettent à parler anglais après une demi-heure de projection. Et comment McTiernan passe-t-il d'une langue à l'autre? Le temps d'un travelling qui s'avance progressivement vers le personnage, le héros incarné par Sean Connery. Le personnage parle russe pendant que la caméra avance. La caméra, à force d'avancer, forme un gros plan sur la bouche de Sean Connery. Pendant ce gros plan, on passe du russe à l'anglais, et la caméra recule ensuite une fois que le changement de langue a été effectué. Donc, on passe du russe à l'anglais par souci de confort, bien sûr, pour le public américain, et par contrainte commerciale. Ouais, alors c'est clair que les ploucs de Californie du Sud, ils allaient pas se taper un film en russe. Non. Ou en arabe ou en norrois, si tu veux. Non, mais c'est clair. Non, il leur fallait un truc... ça serait pas passé, mais c'est déjà beau pendant une demi-heure. Intelligible. Parce qu'ils savent pas lire, donc déjà, il n'y a pas de sous-titres, c'est pas possible. Mais il paraît que le public américain déteste les sous-titres, c'est un truc... Ouais, il paraît, j'ai toujours entendu dire ça. En même temps, est-ce qu'ils voient... Alors peut-être plus aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont vu presque que des films américains pendant des décennies, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce que disent les Français parfois qui vont pas travailler là-bas ou qui y habitent. Ils disent, mais c'est vrai que quand t'aimes un peu le cinéma, la sélection dans les salles, t'as que des gros trucs, des blockbusters, c'est très très dur, faut vraiment aller gratter dans les festivals pour avoir des films un petit peu différents. Donc, mais cette notion du public, c'est vrai que ça a parfois pu jouer contre McTiernan, quoi. Mais en tout cas, dans La poursuite d'Octobre Rouge, cette première demi-heure en russe est passée, elle a tout à fait survécu au montage. Franchement, je trouve ça... Alors tu disais en rigolant, il est un peu fainéant, mais en fait c'est l'inverse, je trouve que c'est hyper inventif ce qu'il fait. C'est même un peu courageux. Enfin, moi, j'ai toujours été assez admiratif des cinéastes qui faisaient le choix américains, en l'occurrence, qui faisaient le choix de faire un film en langue étrangère ou de faire parler des personnages secondaires en langue étrangère. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez fort, quoi. Ouais, bah tu citais Braveheart de Mel Gibson en début de podcast, et Mel Gibson, c'est un exemple assez extrême de film tournant à l'étrangère. Notamment avec Apocalypto. Ouais, qui est en Yucatec, et ouais. Puis même avant La Passion du Christ, qui est en araméen. C'est quand même qu'il a financé de sa poche, bon, après il a les moyens. Mais malgré tout, c'est quelque chose de... C'est admirable. C'est radical comme posture. Et donc, pour revenir à La poursuite d'Octobre Rouge, il y a dans ce film de sous-marin aucune justification narrative au changement de langue. On passe du russe à l'anglais, c'est astucieusement mis en scène, mais on sait qu'il y a derrière plus donc un souci de confort du public. Mais en tout cas, les deux séquences portent vraiment la marque de leur auteur. C'est un trait de génie qu'il a su adapter à différents scripts, et ouais, clairement. C'est vraiment admirable. Et donc cette scène de veillée, dans laquelle le langage cinématographique vient en fait nourrir un sous-texte sur la notion de langage, bah, c'est un moyen hyper intelligent et aussi hyper naturel à l'écran de montrer l'intégration de Hamad dans cette communauté viking et de peindre en fait le sentiment de fraternité qui naît entre des personnages et qui va se renforcer à mesure qu'ils apprennent à communiquer. Exactement, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et alors, petite précision, ça me paraît intéressant de le développer. On évoquait tout à l'heure la comparaison qu'on avait faite dans notre premier podcast entre une scène de Midsommar de Ari Aster et une scène du 13e guerrier, en l'occurrence cette scène. Donc je développe un peu. En fait, dans cette scène, qu'on retrouve à la fois dans la version cinéma et dans la version longue qu'on a oui, on avait fait un podcast donc, sur la version longue de Midsommar. Ouais, mais la scène en question donc, est présente dans les deux cuts. Voilà. Dans cette scène, on voit Dani, l'héroïne, se livrer à une compétition de danse effrénée autour d'une sorte de totem. Clairement, elle est épuisée, elle est droguée, enfin ça tangue un peu autour d'elle. Elle perd progressivement pied. Et elle se met à parler suédois, ou en tout cas dans une langue qu'elle ne connaît pas, et moi non plus, donc c'est pour ça que je suis pas capable de dire si c'est du suédois ou non, avec une autre jeune fille qui est pour le coup suédoise. Et là encore, ça signifie un peu en fait son intégration progressive dans cette
cette charmante communauté païenne, pour ne pas dire secte, où elle passe des vacances, ma foi, mémorables. Et je trouve que voilà, la comparaison se tenait quand on l'a faite à l'époque, et ayant vu et revu cette scène du 13e guerrier, je trouve qu'elle se tient vraiment toujours bien, quoi. Maintenant que tu as pu digérer le film, c'est vrai que c'est étonnant, hein. Enfin, c'est deux films qui ont sur le papier rien à voir, et qui, le temps d'une scène géniale, se posent des questions sur le langage, en tout cas sur la langue, parce que le langage cinématographique de Ari Aster, de mémoire, n'est pas aussi poussé que McTiernan, mais n'empêche qu'on passe d'une langue à l'autre comme ça, et que ça crée un sentiment d'intégration de personnage d'une communauté qui est étrangère, donc vraiment c'est... Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, parce qu'on a plutôt envie qu'elle abrège ses vacances, hein, la petite Dany. Sans qu'à ce stade-là, c'est déjà trop tard. Pour conclure sur cette idée de communauté d'armes qui prend forme progressivement, idée qui me tient donc vraiment à cœur, j'ajouterais que si l'on prend tant de plaisir à voir ces relations fraternelles se développer, en fait, si l'on peut y accorder tant d'importance, c'est aussi parce qu'elles ne sont parasitées par aucune histoire d'amour imposée. J'ai beau adorer Braveheart, honnêtement, je me serais bien passée de la romance entre William Wallace et la princesse Isabelle. D'abord parce que cette gourde de Sophie Marceau, non mais vraiment, pour l'avoir revue il y a pas longtemps, elle joue tellement mal. Ouais, je sais, elle te saoule, tu me l'avais dit. Ah non, mais c'est une calamité. Bref, d'abord parce qu'elle n'arrive pas à la cheville de Catherine McCormack, l'actrice qui joue Murron, le premier amour du héros. Et ensuite, et surtout, parce que cette romance tardive parasite un peu la bromance formidable qui se développe entre William Wallace et Robert de Bruce, qui pour le coup cette relation est magnifique. Dans le 13e guerrier, fort heureusement, on y échappe. La seule histoire d'amour du film, si l'on peut même d'ailleurs parler d'histoire d'amour, se résume, il me semble, à un flirt discret entre Ahmad et une jeune villageoise qui s'appelle Olga. La romance entre ces deux personnages est en fait juste suggérée par quelques regards et quelques échanges verbaux très rares, notamment lorsque la jeune fille vient saluer le guerrier avant qu'il ne parte à la recherche des Wendels. Ça m'a évidemment fait penser à la relation entre Aragorn et Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, et notamment à cette scène du Retour du Roi dans laquelle ils se disent au revoir à la veille de la bataille de Minas Tirith. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, et à ce sujet, parmi les scènes de John McTiernan qui n'ont pas survécu jusqu'au montage final, l'une d'elles nous présentait justement de brefs adieux entre Ahmad et Olga, le temps d'un passage très bucolique, avant que l'ambassadeur ne quitte ses frères d'armes vikings. Donc cette relation entre deux, tout comme celle entre Aragorn et Éowyn, en fait, elle tient davantage d'une forme d'amour courtois, quoi, de séduction très respectueuse, presque pieuse. C'est pas du tout quelque chose de, ardent. Exactement, non mais c'est très juste ce que tu dis. Et c'est ce traitement minimaliste en fait de la romance qui nous permet de nous concentrer sur les relations entre Ahmad et les Vikings, et notamment sur sa bromance avec Erger, le petit blond espiègle avec qui il se lie très vite d'amitié, qui, tu sais, dans la scène d'introduction, enfin dans la scène de l'oracle, traduit un peu pour lui. Oui, absolument. Il est génial d'ailleurs cet acteur, je sais plus dans quoi il a joué, je trouve qu'il a une vraie présence, un vrai charisme. Et ce personnage donc de Erger m'a d'ailleurs fait penser à celui de l'Irlandais dans Braveheart, tu sais, qui est lui aussi très espiègle, tout le temps en train de blaguer, qui à l'instar en fait de notre guerrier arabe, Ahmad, venait souder la communauté d'armes bâtie autour de William Wallace en y apportant un élément d'extranéité, puisqu'en fait c'était un Irlandais dans une armée d'Écossais. C'est très juste, il y a cette même dynamique d'étranger qui vient un petit peu s'immiscer dans le groupe et qui crée par sa seule présence des situations comiques, soit parce qu'on se moque un peu de lui, soit parce qu'il tombe sur un personnage là aussi espiègle ou des choses comme ça. Il y a vraiment des rouages assez identiques. Ouais. Et c'est un des comédiens de la troupe de Vikings, Vladimir Kulich, qui... alors la caractérisation vraiment de Braveheart, t'en parles mieux que moi parce que c'est un film que tu connais très bien, et celle du 13e guerrier, elle est vraiment très efficace, mais le comédien Vladimir Kulich, qui joue le plus grand, physiquement parlant, j'entends, des Vikings de la troupe, regrettait que McTiernan et Crichton n'aient pas davantage présenté les divers personnages, les 12 Vikings de la troupe. Il disait que lorsque certains meurent, on ne sait pas trop qui c'est, il y a un petit manque d'empathie, il pensait qu'ils avaient raté le coche. Il était allé en fait jusqu'à suggérer une idée de mise en scène à John McTiernan et Michael Crichton. Lorsque le Drakkar fend la brume juste avant d'arriver au village attaqué par les Wendels, il voulait qu'il fasse un bref plan séquence où on voit l'un, par exemple, s'occuper de son épée, et que par un dialogue on comprenne qu'il est forgeron, qu'on voit qu'un autre s'occupe des armures, etc. Et qu'on puisse les identifier et ensuite avoir un peu plus d'empathie lorsque certains disparaissent. Le film reste génial, mais c'est que c'est une réflexion d'acteur sur la dramaturgie qui est assez pertinente, parce que peut-être qu'on aurait été encore plus ému en fait lorsque les premiers personnages disparaissent, parce qu'il est clair, je pense que toi et moi on est beaucoup plus touchés par le départ des Vikings qui sont vraiment mis en avant, que ce soit donc
Le frère d'Armespiel, c'est pas un défaut en soi, mais c'est vrai que la remarque en fait de l'acteur est intéressante vis-à-vis de ça. Sa remarque est très intéressante. Après, je veux dire honnêtement, c'est normal que le réalisateur ait voulu mettre en avant, enfin même le scénariste et le romancier avant lui, certains personnages. Bien sûr. Alors, en revanche, je trouve que c'est vraiment louable, même si on connaît même pas forcément leur nom et pas grand-chose de leur personnalité, et ben ils ont des gueules, ces acteurs. Et ça, c'est vraiment un truc qui est, encore une fois, admirable. On les distingue. On a 12 guerriers vikings, on ne les confond jamais. Non, c'est vrai. Ce petit reproche de Vladimir Kulich mis à part, les personnages sont quand même très bien caractérisés, en tout cas on ne tombe jamais dans la caricature ou dans l'outrance. C'est clair. Vraiment. Une fois encore, c'est quelque chose de très très louable. Et ça, pour le coup, c'était pas gagné. Les Vikings et la mythologie nordique, depuis une bonne dizaine d'années au moins, c'est très à la mode. Et malheureusement, comme tout ce qui est à la mode et qui est récupéré par la télévision, c'est devenu très caricatural. Dans la série Viking de Michael Hurst, dont les premières saisons ne sont pas mauvaises, les personnages principaux sont des guerriers narcissiques assoiffés de sang, qui passent leur temps à s'entretuer, et avec, il faut le dire, une bonne dégaine de hipster qui m'a très vite lassée. J'ai donc été franchement soulagée, en voyant le 13e guerrier, de découvrir des personnages d'allure et de caractère noble, bien loin de cette caricature. Et je pense notamment au majestueux Bully Vife, alors ça se prononce plus ou moins comme ça. C'est pas l'orthographe le plus évident du monde, donc on va dire Bully Vife, c'est très bien. Ouais, voilà, et donc interprété par l'imposant Vladimir Kulich que tu citais tout à l'heure, et ce, avec finesse et sobriété. Voilà, faut le dire, il y a un beau travail d'acting là-dessus. Il y a une chose en revanche que la série de Michael Hurst parvient à illustrer de manière un peu plus subtile et qu'on retrouve plus ou moins dans le 13e guerrier, c'est le choc des cultures qui naît de la rencontre entre les vikings polythéistes et les anglo-saxons monothéistes chrétiens. Ce choc dans la série se manifeste à échelle réduite dans la relation entre Ragnar, le chef des vikings, le personnage principal de la série, et Athelstan, le moine chrétien qui l'enlève dans la première saison, il me semble, lors d'un raid. Au fil des saisons, et à mesure que leur relation évolue vers une forme d'amitié, même une très bonne amitié, ça va amener Ragnar en fait à questionner sa foi, et ce, de manière très pacifique, alors que c'est quand même une série dans laquelle on passe son temps à s'entretuer, encore une fois. De ce que j'ai vu, moi, il s'étripe à longueur d'épisode, quand c'est pas les rapports de sensibilité religieuse, ça n'a pas l'air d'être leur fort. C'est abordé de manière intelligente, c'est l'un des aspects de la série les plus intéressants. Mais c'est pas là-dessus, n'empêche qu'ils l'ont vendu, quoi. Ils l'ont un petit peu vendu comme la série Spartacus, la Post 300. Oh, c'était pas si cheap. Hein. Dans le marketing, je veux dire, moi c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Ouais, c'est surtout en fait, c'est un peu mal joué et un peu, en tout cas très caricatural dans la représentation des Vikings. En tout cas, c'est intéressant comme parenthèse parce que, à contrario, dans 13e guerrier, on a une thématique similaire, mais un traitement qui est très différent. Le héros musulman de Michael Crichton et donc John McTiernan est monothéiste et il doit se faire accepter dans un groupe de vikings. La grande beauté du récit du 13e guerrier, c'est qu'au lieu de jouer la carte du prosélytisme, au lieu de montrer des personnages animés d'une volonté de se convertir à leurs croyances, de convertir les autres à leurs croyances plutôt, le récit tend vers l'œcuménisme, vers la cohabitation des religions. Ce qui fait d'autant plus plaisir à voir quand on connaît la monstrueuse bataille d'ego qui a fait rage en coulisses entre le réalisateur John McTiernan et le romancier Michael Crichton, chacun cherchant à convaincre l'autre qu'il a raison au point de le combattre, parfois frontalement. Alors tu mentionnais donc Viking, et puisqu'on est sur les séries télé, il est impossible, en tout cas pour moi, de ne pas lier la scène de siège nocturne du 13e guerrier, éclairée par des flammes, à une scène similaire dans la saison 8 de Game of Thrones. Alors c'est une saison sur laquelle on a beaucoup tapé pour un tas de raisons, mais devant cet épisode, moi j'ai retrouvé des émotions esthétiques, j'entends, éprouvées 20 ans plus tôt devant le film de McTiernan. Le cinéaste dépeignait donc l'ardeur au combat d'un ambassadeur arabe jeté dans un siège nocturne en adoptant le point de vue de ce personnage spécifique, tandis que de leur côté, HBO a quelque part transposé ce souffle épique, ces compositions picturales nocturnes, dans un affrontement où cette fois les points de vue sont multiples. On a par exemple le cache-cache d'Arya à l'intérieur du château, le vol de Daenerys à l'extérieur, la bravoure de Jon Snow et même la terreur de Sandor Clegane qui pendant quelque temps est un petit peu prostré et se retranche de la bataille, lui qui possède quand même une force herculéenne et qui est assez terrifiant pendant toute la série. Et tout ceci éclairé à la torche dans les ténèbres. Ouais, c'est fou. Moi, j'avais complètement oublié cette scène de la saison 8 de Game of Thrones. En même temps, c'est pas vraiment étonnant parce que j'en ai pas retenu grand-chose. T'avais lâché l'affaire des années plus tôt déjà. Enfin, tu l'as suivi par habitude, mais
pas vraiment par envie, quoi. Je sais qu'à partir de la saison 5, c'était un peu saoulé. J'ai tout vu, mais ouais, clairement, pour moi, les 4 premières saisons sont les meilleures. Et je crois qu'à partir de la saison 5, ils ont arrêté de suivre le bouquin parce que le bouquin n'était pas encore sorti. Et tu l'as ressenti. Et je l'ai clairement ressenti. En tout cas, c'est étonnant que j'ai complètement oublié la scène dont tu parles parce que vraiment, moi, je suis fan de scènes de siège, en fait. Enfin, j'adore ça. C'est comme les films de sous-marins. C'est un truc qui me prend aux tripes en général. Ouais, donc je sais pas pourquoi je l'ai oublié. En tout cas, je l'ai oublié. Alors que donc, les situations de siège, toi, c'est un truc qui, en tant que spectatrice, ça te parle très vite, quoi. Mais complètement. En fait, moi, j'adore les films vraiment qui montrent une poignée de personnages, tu vois, qui se retranchent, qui se barricadent en faisant preuve d'ingéniosité, puis qui subissent les assauts répétés d'une horde d'ennemis. C'est ce côté dernier baroud d'honneur, mais étalé sur tout un film, quoi, en fait. Enfin, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à cet égard, le 13e guerrier m'a fait penser à un autre film que j'adore qui est Assaut sur le Central 13 de John Carpenter. Je crois que c'est son premier vrai film. Et ces deux films ont en commun. Alors, dans Assaut sur le Central 13, on a une poignée de personnages, ils sont 3, qui se retranchent dans un commissariat, c'est à Los Angeles, et ils sont assaillis par on sait pas trop quoi, enfin on sait pas trop qui, des malfrats, quoi. Et ouais, justement, c'est cette idée de menace abstraite, insaisissable, qu'on retrouve dans le 13e guerrier. Il y a un vrai parallèle à faire entre ces deux films. Puis dans les deux films, on les voit se barricader, justement. De ce point de vue, le film de McTiernan est vraiment une très belle réussite. C'était hyper satisfaisant pour moi, en fait, de voir les 13 guerriers préparer la défense du petit village, qui est certes en hauteur sur une colline, mais enfin concrètement c'est juste un village avec des petites maisons en bois, quoi. Et McTiernan il passe du temps parce qu'on les voit creuser des tranchées, on les voit ériger des palissades, on les voit tendre des pièges pour les Wendolls. Et ouais, ça avait un côté un peu jouissif. Mais c'est d'autant plus un régal que, alors je m'en suis rendu compte en le voyant avec toi, de la valeur même de caractérisation de ça, parce qu'on voit donc le personnage d'Arabe incarné par Banderas essayer de tailler des pieux gigantesques qu'il plante dans le sol pour que les chevaux des méchants viennent s'empaler. Et il galère en fait parce qu'il soulève l'épée des Vikings, mais c'est 2 fois trop lourd pour lui, il comprend pas le poids du manche, et en fait il tombe avec l'épée, littéralement il se casse la gueule dans la boue, sous le regard amusé de ses nouveaux compagnons d'armes. Et il décide au bout d'un moment d'aller voir le forgeron du coin qui a quelques pas de là, et en fait il se fait retailler l'épée de manière à ce que la lame et le manche soient une forme, alors je suis pas épéiste du tout, mais une forme vraiment d'arme orientale, quoi, qui soit adaptée à son geste, à sa carrure. Et de loin, il y a un des personnages vikings, donc le personnage espiègle dont tu parlais tout à l'heure, qui dit donne une épée à un arabe, il en fera un poignard. Mais il la rend en fait. Et bien sûr, après, il revient, il les étale tous parce qu'il sait manier cette arme-là et il taille des pieux à la chaîne. Ouais. Et c'est génial, quoi. C'est un moment à la fois de drôlerie et de tension quelque part parce qu'on sent que la menace va arriver, mais qui est très collégial. Donc c'est comme toi, grande satisfaction, même dans le détail, avoir cette préparation du siège. They're a metal worker. I'm metal worker. He insisted. Even out of a sword, he makes a knife. He works. When you die, can I give that to my daughter? Et pour mesurer un peu plus la richesse du 13e guerrier, rappelons qu'à la même époque, un autre film sortira, également adapté du poème Beowulf du 8e siècle, et sobrement intitulé Beowulf, avec Christophe Lambert. Alors ce truc est sorti quand moi je sortais de l'enfance, et ma foi, même en cette période d'indulgence infinie, je me rappelle m'y être profondément emmerdé. Période à laquelle tu fantasmais devant Doberman. Ah mais je fantasme encore, j'aime beaucoup Doberman. Voilà. Mais ne me pousse pas avec Doberman parce qu'on va faire un podcast sur ce film merveilleux. Non, jamais. Si, pour que tu nous expliques pourquoi c'est oui, nul. c'était pour dire à quel point t'es indulgent. Et c'est le film qui m'a pris la moitié de mes gros mots en fait à l'époque. L'autre moitié est pris en charge par South Park, si tu veux. Mais donc ouais, non, Beowulf c'est vraiment nul. Et par contre, quitte à établir un point de comparaison entre le 13e guerrier et une autre adaptation du poème, il faut avancer jusqu'à 2007 avec La légende de Beowulf de Robert Zemeckis. Avec Christophe Lambert. Non, malheureusement, avec Ray Winstone. Mais après il aurait pu tout jouer, il aurait pu jouer un caillou, une maison, c'est de la performance capture, tu vois. Il aurait été brillant. Donc, c'est magique pour ça. Alors un film pour le coup assez mal aimé, tourné donc en performance capture, ce qui je pense l'a privé de son public, qui a pris ça pour un film d'animation lambda, alors que c'est dans l'âme, dans l'écriture, un pur film d'aventure, très violent,
Très sexuel, malgré l'apparente froideur de sa confection digitale. Et j'en parle brièvement parce que le 13e guerrier et la légende de Beowulf sont des points de comparaison rêvés pour qui veut cerner les changements majeurs dans la fabrication d'un film adapté d'une même source. En fait, ces deux œuvres, elles témoignent quelque part du caractère universel de Beowulf, ce poème du 8e siècle qui est donc capable de nourrir deux projets de cinéma tout à fait antinomiques dans leur fabrication. Le film McTiernan est tourné majoritairement en extérieur, il cherche une sensation de réalité que soulignent des cadres un petit peu heurtés, alors que le Zemeckis, d'un bout à l'autre, il exhibe une liberté de forme que lui permet donc le tournage en performance capture. Et, dans le film de Zemeckis, là, le fantastique a une place. C'est une créature véritablement inhumaine, monstrueuse que doivent combattre les Vikings, alors que, comme on l'apprend dans 13e guerrier, ce sont des humains déguisés que combattent les Vikings et le héros Ahmad. Là-dessus, il y a un parallèle intéressant à faire avec un autre film qui est Le Village d'M. Night Shyamalan, un autre film assez mal aimé. Il existe des dizaines de films où la forêt, comme dans tout conte qui se respecte, est une frontière à ne pas franchir, un chemin périlleux à emprunter. Dans 13e guerrier, en 1999, comme dans Le Village en 2004, à partir du moment où un personnage s'aventure dans cette forêt, qu'il franchit cette frontière, il a la confirmation que les monstres, le merveilleux, tout ce qui menace sa communauté, sont des chimères. Ce sont des hommes qu'on affronte ici et non pas des monstres. Bah écoute, c'est une très bonne comparaison que tu fais avec le Village de Shyamalan, qui est un film que j'adore. C'est même, à mon sens, le meilleur film de son auteur. Je sais qu'on n'est pas nombreux à le penser, peut-être même que je suis toute seule, mais je l'assume. Je l'assume, voilà. Non, mais moi, c'est un film qui est quand même peut-être redécouvert, en tout cas pour moi, parce que je ne l'ai pas aimé à l'époque en 2004, et je l'ai revu il y a 2-3 ans, et énorme coup de cœur en fait. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup intéressé aussi. Ouais. Donc les petits défauts persistent, mais c'est un très beau film, je trouve. Je lui en trouve toi, pas, tu en trouves aucun, toi, c'est vraiment ton chouchou, je comprends. Et donc très, très bonne comparaison, et j'ai envie de l'agrémenter en évoquant un autre film. C'est Le Pacte des loups de Christophe Gans. J'aime cet esprit corpo parce qu'on a déjà fait un podcast là-dessus. Voilà. Qu'on peut l'écouter, qui est dispo sur YouTube. Voilà. Sur alors moi j'ai pas eu l'occasion d'en parler parce que tu l'as fait avec Yoann. Mais ayant vu le film récemment, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi dans Le Pacte des loups, dans le sens où, alors, même s'il y a un petit peu de fantastique, on découvre quand même que derrière la bête du Gévaudan se cache un complot très humain. Absolument. Et c'est en plus pareil, c'est tous les deux des... tous les trois, pas le 13e guerrier, donc tous les deux, Le Village et Le Pacte des loups, sont des films où on se sert des mythes pour bâtir un mensonge et contrôler les foules, en fait, quelque part. Donc ils sont totalement liés. Ouais. C'est très très bon point de comparaison. C'est totalement... ta bonne comparaison m'inspire une autre bonne comparaison. C'est parfait. Pas vu le film de Zemeckis, ni celui avec Christophe Lambert. Alors je note quand même que Christophe Lambert est de tous les combats. Il est de Mortal Kombat d'ailleurs, ne l'oublions jamais. Putain. Non, mais il a été quoi ? Dans la même décennie, il a été Vercingétorix, il a été Highlander, donc il a été Beowulf, c'est ça ? Ouais. Beowulf, c'est 2000, donc il a passé le cap, c'était déjà le millénaire suivant, tu vois. Il a inauguré le millénaire. En tout cas, ça lui fait une sacrée collection de perruques, à mon avis. Ah oui, mais c'est incroyable. Hein. Bref. Alors, je les ai pas vus, mais je voudrais préciser, sans vouloir vraiment te contredire, mais juste un petit peu quand même, que Le 13e guerrier est un film qui cultive le mélange des genres. Et qui, sans être un vrai film fantastique, tend volontiers vers le fantastique et plus encore vers l'horreur. Certes, les Wendolls ne sont pas des créatures surnaturelles, tu l'as dit, on l'avait peut-être même déjà dit avant, je sais plus, mais en un sens, ce sont des monstres. Des monstres telluriques qui avancent à couvert, sous d'épaisses peaux d'ours, en forêt, la nuit, et qui sortent de terre en fait littéralement, puisqu'ils vivent dans des cavernes. On a beau comprendre assez rapidement dans le film que ce sont des hommes, et pas des créatures surnaturelles, ils gardent jusqu'à la fin du film ce caractère bestial, vraiment, qui les caractérise. Et qui résulte, alors d'une part de leur accoutrement, parce qu'ils portent une peau d'ours complète, tête, pattes et même griffes incluses. D'ailleurs, en voyant le film, je me suis dit, mais comment c'est possible ? En fait, ils sont des centaines, mais ils ont exterminé... Ils ont éclaté la population d'ours. Population d'ours de la terre entière, quoi. On voit pas d'ours dans le film. Non, mais clairement, ils sont tous en PLS. Ils sont tous en PLS, c'est clair. Et donc, bestialité, mais qui résulte aussi, en fait, de leur brutalité, voire carrément de leur cruauté. On ne connaît pas leur motivation aux Wendolls. De toute façon, ils ne sont pas vraiment capables de les exprimer, puisqu'ils ne communiquent pas par la parole, même entre eux. Ils ne parlent pas. On ne les voit pas parler, en tout cas. Ils n'ont pas cette capacité. Et donc tout est fait jusqu'à la fin du film pour les déshumaniser, ou en fait plutôt pour ne jamais les humaniser, puisque à la base on ne sait pas que ce sont des hommes. De ce point de vue, Le 13e guerrier est un film qui se situe un peu pour moi à la frontière des genres.
Et c'est un mélange qui est assez rare finalement parce que c'est un film historique d'une certaine manière, un peu fantastique, un peu horrifique. Dans la même veine, je pourrais citer Bone Tomahawk de S. Craig Zahler, qui est un film qui n'était pas sorti au cinéma, il me semble, qui n'est pas un excellent film, mais qui contient par contre des scènes très intéressantes. Qui sont d'excellentes scènes et qu'on ne peut pas forcément revoir 2 fois d'ailleurs. Ça m'a traumatisé. C'est extrêmement violent. En tout cas, c'est une autre variation sur le thème des Romains contre les Pictes. On y suit un petit groupe d'hommes en plein Far West qui part en expédition punitive et se retrouve en fait nez à nez avec des hommes des cavernes assez peu diplomates. C'est rien de le dire. C'est clairement rien de le dire. Non, mais quand on dit que c'est violent, mais c'est viscéral, quoi. Mais je crois que c'est l'un des rares films devant lesquels j'ai détourné le regard. Je n'ai pas pu regarder la scène la plus terrible. Je crois que j'aurais vomi, en fait. Il y en a peu qui m'ont fait ça, qui m'ont se targuer de m'avoir fait tourner les yeux. Et encore plus, une fois que tu as passé l'enfance et l'adolescence, tu vois, et où t'es... et on est loin du torture porn, hein, mais rien à voir. Il y a une scène violente. Il y a une idée commune entre ces 2 films, quoi. L'idée que on est face à un peuple, si on peut appeler ça un peuple, enfin, un groupe d'hommes moins civilisés, moins évolués, et qui du coup nous paraissent bestiaux. Bon, alors pour le coup, ce sont un peu des monstres parce qu'ils sont terriblement cruels, mais... ils ont une maman. Il me semble qu'il y a d'autres films dans les années 2000 ou 2010 qui ont exploité ce thème des Romains contre les Pictes, mais de manière très littérale. Il y avait L'Aigle de la 9e Légion. Qui était un très très chouette film d'ailleurs, avec Jamie Bell, je crois. Je dis pas c'était pas mal. Il y avait, comment il s'appelle, Channing Tatum. Il y avait Channing Tatum aussi dedans. D'accord. Et il y avait aussi un film avec Fassbender. Ah ben Centurion. Qui était vraiment nul, je me souviens plus. Bon, c'est un film de, comment il s'appelle, Neil Marshall, donc le réalisateur de The Descent et surtout de Doomsday. Et donc pas forcément le meilleur réalisateur en activité, mais ça nous permet de boucler la boucle parce qu'il a réalisé, bien sûr, il a réalisé un épisode de Game of Thrones qui est la bataille du j'allais dire du gouffre de Helm, non, du Realm. Pas du tout. Waouh. Voilà, donc il a été embauché, je sais pas pourquoi, il doit être à moitié bourré chez HBO, mais appelle le mec qui a fait Doomsday, on va lui filer l'épisode qui a coûté le plus cher jusqu'à présent, tu vois. Mais il est très bien après, mais voilà, c'est l'épisode où Tyrion se prend un coup d'épée, s'évanouit, et c'est pour ça qu'il a sa balafre sur la tête, après c'est là qu'il l'a... Ok. C'est de là que ça vient. Ouais, donc en fait, tu vois, ces 2 petits films qu'on vient de citer, c'est un peu des ersatz du 13e guerrier. Alors moi, je me rendais pas compte avant parce que j'avais pas vu le 13e guerrier, mais ça m'a paru assez évident après l'avoir vu. C'est un film fécond, en fait. Tu t'aperçois qu'il a fait des petits à droite à gauche, pas forcément légitimes, mais clairement, ouais. Une fois que tu l'as vu, ça t'éclaire en fait sur la voie qu'il a tracée. Ouais. Donc il mérite vraiment d'être redécouvert ou découvert, en l'occurrence, comme tu l'as vu il y a pas très longtemps. Mais ça fait plaisir de voir qu'avec 20 ans d'écart, tu vois, tu découvres sans aucune nostalgie. Et en fait, il t'éblouit sans aucun problème. Mais en fait, c'est un film qui vieillit bien. Pourquoi ? Pour la même raison que Le Seigneur des Anneaux vieillit bien, pour la même raison que Braveheart vieillit bien. Alors, au-delà du fait qu'il y a un scénario génial, des acteurs géniaux, enfin, ce sont des films qui ont eu très peu recours au CGI, quoi, aux effets spéciaux numériques. C'est pas une garantie, mais quand il y a du talent, c'est clair que là, tu ressens l'atmosphère hivernale, tu ressens le poids des costumes. C'est dense. C'est dense, c'est exactement ça, il y a de la matière à l'écran. Donc, il y a un seul plan CGI en fait dans le 13e guerrier, et c'était obligatoire, c'est lorsque les Vikings fendent une mer déchaînée sur leur... au début. Au tout début sur leur drakkar pour rejoindre le village qui est attaqué par les Wendels. Ça m'a pas choqué en tout cas. Donc Ouais, puis ça dure 1 seconde ou 2, je crois. Enfin, allez, j'exagère 10 secondes parce qu'on voit Banderas qui est un peu en PLS sur le bateau parce qu'il a pas l'habitude de naviguer. Et alors, dernière petite remarque pour terminer, puisqu'on parle de mélange des genres, c'est un cocktail un peu original quand même, le 13e guerrier. C'est assez surprenant. Moi, je m'attendais pas. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Parce qu'il y a aussi un peu de film d'aventure aussi, en fait. Je pense notamment. Alors, c'est dans la 2e partie du film, les guerriers, je sais plus combien ils sont à ce stade, ils décident d'aller trouver les Wendels directement. Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de monstres, enfin de surnaturels, mais d'hommes. Ils les traquent et il se trouve que les Wendels, on l'a dit, vivent dans des cavernes. Un immense réseau de cavernes, un truc assez impressionnant. Ils les trouvent et s'infiltrent. Leur but, c'est d'aller chercher la mère des Wendels, qui est au fond du fond, enfin au centre de la Terre, quoi, limite. Et ils s'infiltrent et ils sont comme ça, c'est une scène qui dure 10, 15, 20 minutes, en mode furtif.
Il communique assez peu par la parole, donc on dirait en fait un commando marine, quoi, tu vois. Et ce qui est un régal pour McTiernan, lui qui adore jouer sur l'absence de dialogue et sur le langage corporel et le langage visuel, lui, exactement. Il filme ça à la perfection. Exactement. Et c'est super bien foutu. Et il y a même notamment une scène, alors c'est pour pouvoir atteindre la mer des Wendolls, il faut passer devant les gardes, etc. Et en fait, ils descendent en rappel. Le long d'une falaise. Enfin, ils nagent, il me semble, c'est ça, pour atteindre une cave qui est inondée. Enfin, ça avait un côté ludique. Limite, je vais encore citer Uncharted, j'en suis navrée, je le cite tout le temps. Mais c'est le running gag du podcast. Là encore, j'ai retrouvé un plaisir de joueur, quoi. Parenthèse sur la saga Uncharted, donc grosse saga d'aventure du studio Naughty Dog. On cite beaucoup Indiana Jones comme influence majeure de Uncharted, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de 13e guerrier qui a influé dans certaines phases de jeu ? Est-ce que c'est... Tu l'as ressenti en tout cas, toi, sans mettre je l'ai ressenti, ouais. dans le visuel, dans ce que tu avais sous les yeux en voyant le 13e guerrier. Ça t'a ramené vers ces sensations-là, donc allez savoir. C'est un film tellement fécond, le 13e guerrier, allez savoir s'il a pas fait... Mais c'est pour dire à quel point c'est virtuose dans la mise en scène, quoi, parce qu'il arrive à tout faire passer. Vraiment. Le côté historique, on y croit. On est dans l'époque. L'horreur, ça fonctionne. L'aventure, ça fonctionne. L'action, ça fonctionne. Tout fonctionne. Alors, c'est un film qui a des petits défauts, mais des qualités écrasantes. Mais des qualités écrasantes. Et tu vois, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial. Un an après, en y ayant réfléchi, en ayant travaillé pour ce podcast, je suis encore plus éblouie, quoi. Vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre. Donc il est parti pour t'accompagner 20 ans, toi aussi, hein. Sans problème. Ouais, et même 40. Mais ma foi, je crois qu'on a largement fait le tour de la question. Ouais, il y avait sûrement encore des choses à dire, mais... Ce film est inépuisable. Par contre, nous, on est épuisable. Oui. On va commencer à s'endormir. Je vais quand même terminer par un mot de John McTiernan qui nous dit « Je n'aime pas la fin. Je souhaitais quelque chose proche de Zulu, de Cy Enfield, sans affrontement. Mais j'aime et j'assume tout le reste du 13e guerrier. Dans l'ensemble, je retrouve mon montage. » Alors, précision, le film Zulu, qui relate... c'est un pur film de siège, soldat anglais contre valeureux guerrier Zulu, qui dure 2h30. Et en gros, je suis obligé de spoiler la fin du film, mais c'est moi ce qui m'a donné envie de le voir, en fait, quand j'ai entendu... je sais plus quel critique cinéma en parlait, puis ensuite McTiernan à ce sujet-là. À la fin, les guerriers Zoulous ont vraiment mis les soldats anglais en PLS et ils s'apprêtent à donner un dernier assaut qui aurait pu les achever. Sauf qu'ils s'arrêtent au dernier moment, ils lèvent leurs armes et les quelques soldats anglais encore vivants pensent qu'ils vont se faire attaquer et rétamer. Et l'un d'eux dit « Mais non, imbécile, il salue ta bravoure ». En fait, les soldats arrêtent, les Zoulous arrêtent et saluent la bravoure des soldats anglais et s'en vont. Ok, alors tu me l'as spoilé, mais ça a l'air pas mal. Voilà, mais c'est ce qui m'a donné envie de le voir en fait, et ça enlèvera en fait au plaisir de le découvrir ensuite. C'est un film avec Michael Caine de 1963 ou 4. Et donc, le 13e guerrier aurait dû avoir cette fin en fait. Les Wendolls arrivent pour un ultime assaut, sauf que non, ils ne donnent pas cet assaut. Ils saluent la bravoure de Hamad et des guerriers vikings. Et ensuite, ils se retirent. Et l'un d'eux, je crois, aurait aussi dit « Mais imbécile, ils saluent ta bravoure. Ils vont pas attaquer. » Voilà, ce qui aurait été une fin superbe. Je ne sais pas du coup si ça aurait coupé ou non la scène que tu adores. Oui, qui ça nous précède aurait privé... la magnifique prière qui précède le climax, voilà. Et l'affrontement physique. Peut-être pas. Peut-être qu'il y aurait eu cette prière et qu'ensuite ils se seraient retirés. Mais voilà, c'est une vision d'un cinéaste qu'on a eu du coup pour le climax, la vision de Michael Crichton, pas celle de McTiernan. Mais il n'empêche que la scène est superbe. La fin est magnifique. Moi, j'adore la fin. Je tenais quand même à conclure ce podcast par les mots de McTiernan parce que ça fait plus de 20 ans que les fans du 13e guerrier fantasment une version longue qu'on ne verra sûrement jamais. Le film est ce qu'il est. Deux metteurs en scène qui sont livrés bataille et pourtant, même un peu bancal parfois, on peut, je crois, dire que c'est un sacré grand film. C'est un sacré grand film, on le dit, on le redit. Petite précision, si vous voulez voir ou revoir le film par les voies légales, il y a un magnifique Blu-ray qui a été édité il y a une dizaine d'années. Et je crois qu'il est devenu introuvable maintenant. Les escrocs vendent ça 40 ou 50 balles sur oui, donc il est pas introuvable. Oui, il est trouvable, mais il coûte 2 ou 3 fois son prix en fait. Donc c'est voilà. Par contre, il est Disney rachetant tout, absolument tout. Il est dans leur catalogue en fait. Donc le film est disponible sur Disney+ si vous voulez le revoir. Voilà, c'est super. Voilà, il existe, donc vous le trouvez très facilement, très bonne qualité, sous-titré, sans aucun problème. Il est sur la plateforme. Voilà, bonne nouvelle. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde. Merci à toi Guillaume. Voilà, je pense de toute façon ça n'a pas été une grande douleur de préparer le podcast cette fois-ci, qu'on préparait Army of the Dead et à tous les films pas géniaux qu'on se tape d'habitude. Ouais. L'Infini Détail, c'est aussi un site internet, infinidétail.com, vous retrouvez toutes nos critiques et nos entretiens.
Et on existe aussi sous forme de magazine. On a sorti à peine 2 numéros pour l'instant, donc le premier est devenu très difficile à trouver. Par contre, si vous voulez avoir le 2e numéro, vous pouvez toujours nous contacter, on vous dira dans quelle librairie vous pouvez vous le procurer. Merci à tous et à bientôt.